Je vais vous dire en quelques mots, je vais essayer de vous présenter assez rapidement les résultats d'une première enquête qu'on a menée très tôt dès le confinement en fait auprès des associations. Donc une enquête que nous avons lancée dès le 20 mars, donc très vite, du 20 mars au 20 avril, sur les impacts immédiats pour les associations de la crise sanitaire, plus exactement dans un premier temps des effets du confinement. En un mois, on a eu environ 20 000 répondants de tout secteur associatif et de tout type d'associations. Pour vous donner une idée du scope, on a eu environ un tiers d'associations qui sont des associations sans salariés parmi les répondants, un tiers de 1 à 5 salariés et donc, le dernier tiers plus de 5 salariés. Donc une diversité sur les secteurs, de la même façon, une grande diversité de secteurs avec néanmoins pas mal d'associations sportives répondantes, c'est à peu près un tiers des répondants. Le secteur loisirs culture qui représentait également un tiers. Bon, mais tous les résultats, ceux-ci ont été redressés et traités. Je précise qu'on a mené cette enquête en lien avec Recherche et Solidarité. Enfin, c'est Recherche et Solidarité qui a exploité les résultats pour nous. Donc, une enquête qui a eu un succès certain, je pense, un signe de l'inquiétude des associations, évidemment, dans cette période et de leur volonté de faire entendre les difficultés rencontrées. Et nous avons lancé une deuxième enquête donc, qui est en cours pour continuer à continuer à mesurer les effets de la crise sur l'activité associative et dont nous devrions avoir les résultats dans la deuxième quinzaine de juin. Là, on est déjà à peu près 13 000 répondants. Elle a été lancée mi-mai et on est à environ 13 000 répondants et on va probablement la clore à la fin de la semaine pour avoir des premiers résultats la semaine prochaine qu'on ne manquera pas de diffuser via le RTES ou tout autre moyen. Donc, pour vous dire en quelques mots ce qu'ont été les principaux résultats de l'enquête. Sans grande surprise, mais ceci dit, les chiffres sont quand même impressionnants. Près de 90% des répondants relèvent un impact significatif de la crise sur l'activité. Et dans un impact significatif, on met en même temps une mise en sommeil momentanée ou une baisse significative d'activité. 90%, c'est énorme. 65%, c'est une mise en sommeil momentanée. Le taux est encore plus important pour les associations uniquement bénévoles, sans salariés. Évidemment, au fur et à mesure que l'on croît dans le nombre de salariés, le taux descend, mais reste significatif. Et pour les associations employeuses, c'est une réduction significative d'activité qui ressort le plus. 70% des associations répondantes indiquent qu'elles n'ont pu maintenir que 20% ou moins de leur activité. Donc là aussi, ce sont des chiffres extrêmement importants. Je vous rappelle qu'on est bien sur la période confinement, hein, donc là, on ne parle pas du tout de l'après 22 mai et du début du déconfinement. On est vraiment sur le premier temps de la crise, mais avec un impact considérable, immédiat. Sur la façon dont les associations voient l'impact possible à 6 mois, c'était une de nos préoccupations sur les aspects économiques. L'ensemble des associations mettent en premier lieu la perte de revenus d'activité significative avec un taux évidemment beaucoup plus important pour les associations employeuses qui, pour 46% d'entre elles, prévoient une perte de revenus d'activité très significative. La difficulté de trésorerie est également un point important sur lequel je vais revenir tout de suite après. Et les inquiétudes derrière sont globalement les inquiétudes sur les financements, que ce soit la perte de subventions à cause de l'annulation d'événements, la baisse des aides financières publiques de façon générale ou la baisse des aides financières privées, avec des taux d'inquiétude plus élevés chez les associations employeuses que sur l'ensemble des associations. Et de la même façon, pour les aides financières privées, c'est les employeuses qui sont nettement plus inquiètes que les autres, alors que sur les subventions, la crainte est plus largement partagée, je dirais d'une certaine façon, que ce soit pour les employeuses ou les non-employeuses. Je ne vous ai pas précisé sur la mise en sommeil, etc., qu'en termes de secteur,
les secteurs les plus durement touchés, ceux qui affichent les taux de réponse les plus importants sur ces questions de baisse de l'activité sont en particulier les loisirs, le secteur des loisirs, de l'éducation populaire, de la culture et du sport, avec évidemment des réponses plus partagées sur le secteur social et sanitaire, puisque là on a eu un double mouvement, en fait, une baisse d'activité, une réduction d'activité nécessaire sur un certain type d'activité, mais un accroissement sur d'autres liés évidemment aux besoins nés de la crise. Alors, les inquiétudes en termes de trésorerie, j'y reviens parce que c'est évidemment important, et puis la crise durant et ses effets durant, évidemment ce sujet reste d'une très forte actualité. En moyenne, 21% des associations avaient moins de 3 mois de trésorerie au début de la crise, donc entre mars et avril. Pour les associations employeuses, le taux monte à 28% et à 42% pour les plus de 10 salariés. Donc on voit bien la nécessité de réponses rapides aux difficultés à venir. Ceci dit, la crise dure et si on additionne celles qui avaient moins de 3 mois de trésorerie et celles qui ont entre 3 et 6 mois, on arrive évidemment à des taux beaucoup plus importants, ce qui paraît assez logique, mais voilà, plus de 6 mois de trésorerie, enfin entre 3 et 6 mois, on est à 19% d'associations qui ont entre 3 et 6 mois de trésorerie. Donc on arrive à des taux importants qui expliquent évidemment l'inquiétude des associations en voyant leur perte de revenus d'activité extrêmement significatifs. Et j'ajoute à ça, pour beaucoup d'entre elles, pour celles qui font appel à la générosité du public, des effets assez rapides aussi sur la baisse de la collecte. Parce que pour les associations qui font appel à la générosité dans toute leur diversité, elles ont pour certaines d'entre elles dû annuler des événements qui permettaient la collecte, ou renoncer à la collecte en face à face ou la collecte de rue, ce qui était évidemment devenu impossible. Et par ailleurs, un certain nombre de dons de particuliers, mais aussi parfois d'entreprises, ont pu se réorienter vers les causes prioritaires du moment, donc on va dire la recherche, les questions de santé, etc. Ce que l'on peut évidemment comprendre, mais ce qui, par ailleurs, peut causer des difficultés significatives pour le maintien d'associations agissant dans d'autres domaines. Alors, sur ces premières, nous avions demandé aux associations si elles avaient déjà activé des solutions proposées par l'État ou les collectivités. Alors, évidemment, au moment où on a fait l'enquête, je vous rappelle, entre le 20 mars et le 20 avril, les réponses étaient en train de se construire au fur et à mesure. Donc, prendre ces réponses avec toutes les pincettes nécessaires, et je pense que les réponses que nous aurons à la deuxième enquête seront évidemment plus significatives sur ce point-là. Au moment de notre enquête, seuls 7% des répondants avaient activé les solutions proposées par l'État, le taux montant quand même à 23% pour les employeuses, mais ce qui reste relativement faible au regard des besoins. En tout cas, ce qui ressortait de l'enquête, c'est que les solutions les plus utilisées et les plus attendues par les associations étaient le report de paiement d'échéances sociales et fiscales et les mesures plus territoriales. C'était donc le point qui arrivait en deuxième, d'où l'importance de l'action évidemment des régions et des départements pour répondre à des besoins spécifiques. Donc sur les besoins exprimés par les associations en termes de soutien et d'accompagnement face à la crise, l'item qui ressort en premier est celui du maintien des partenariats financiers, très clairement, une inquiétude sur ce point. Le besoin de facilité de trésorerie, qui renvoie évidemment à la faible trésorerie, en tout cas au mois de trésorerie relativement limité dont disposent les structures associatives. Et en troisième item, l'assistance et la protection juridique. Il est fort possible que dans notre deuxième enquête, ce sujet remonte un peu, parce que pour beaucoup d'associations employeuses en particulier, il y a aujourd'hui une très forte préoccupation sur la mise en cause de leurs responsabilités, dans le cadre notamment de la reprise des activités, dans des conditions d'organisation complexes. Donc c'est très clairement un sujet qui remonte fortement. J'imagine que vous en entendez vous-même parler assez largement, sachant que les structures du sanitaire, du social, du médico-social sont particulièrement concernées par ce sujet. Sur ces préoccupations, juste pour vous indiquer que l'ordre des items est à peu près le même, mais avec une préoccupation 2 fois plus importante que pour l'ensemble des
des associations pour les associations employeuses qui ont de fortes inquiétudes sur le maintien de leur partenariat financier et de fortes inquiétudes sur les facilités de trésorerie, puisque comme j'ai pu le préciser avant, les associations employeuses disposent de moins de trésorerie en tout cas ont plus de besoins et disposent de moins de trésorerie que les associations composées uniquement de bénévoles. Et là aussi, la question de l'assistance et de la protection juridique, je pense, était déjà assez forte à cette période-là, mais le sera très certainement de plus en plus. Par rapport aux réponses apportées par les collectivités, puisque je ne reviendrai pas sur les réponses qui ont pu être, enfin je veux peut-être y revenir quand même très rapidement sur les réponses qui ont pu être apportées par l'État, qui sont apportées par l'État, il a été assez difficile quand même de faire entendre les spécificités associatives dans les mesures mises en place. On a eu beaucoup d'échanges, de discussions et de travail pour que les associations, y compris celles ayant des subventions, mais dans un contexte où les subventions, y compris de l'État, n'étaient pas forcément assurées, puissent avoir accès à des dispositifs comme le chômage partiel, par exemple. On est resté dans une incertitude assez forte pendant plusieurs semaines sur la possibilité d'accès des associations recevant des subventions au chômage partiel. Ce qui crée des situations vraiment très compliquées. Beaucoup d'associations s'adressant au direct et les directs leur répondant qu'elles ne pouvaient pas mettre en place le chômage partiel parce qu'elles avaient des subventions par ailleurs, sans pour autant que ces associations aient des certitudes sur le maintien des subventions quand les actions ne pouvaient pas être menées. Bref, donc, tout ça a été assez long et compliqué. De la même façon pour le prêt garanti par l'État, il y a une partie des ressources associatives qui sont exclues de l'assiette de calcul du prêt garanti, ce qui limite donc les possibilités d'avoir accès à une avance de trésorerie, enfin ce prêt remboursable qui permet d'avoir une trésorerie plus importante. De la même façon, sur l'accès au fonds de solidarité, il y a eu des difficultés d'interprétation sur les décrets. Certains services des impôts répondant aux associations qu'il fallait qu'elles soient soumises aux impôts commerciaux pour avoir accès au fonds de solidarité, ce qui évidemment exclut de fait une très 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 grande partie des associations, y compris associations employeuses. Donc voilà, tout ça a mis un certain temps à se mettre en place. On a aujourd'hui des réponses on a eu des réponses qui permettent en tout cas d'avancer. Mais en tout cas, en ce qui concerne les enjeux identifiés dans les réponses d'urgence qui sont apportées par les collectivités, le premier point est donc le même que par rapport à l'État, c'est-à-dire s'assurer que les associations, toutes les associations ayant une activité économique puissent trouver leur place dans les mesures mises en place pour les entreprises de façon générale, mais en prenant en compte la spécificité de leur modèle, notamment quand on parle d'accès aux prêts ou d'avances remboursables. Il est certain que les associations ont un modèle spécifique, elles n'ont pas de capital, pas de possibilité d'augmentation de capital, des fonds propres assez souvent limités, et que ces éléments-là, s'ils ne sont pas pris en compte, les excluent assez vite des dispositifs mis en place. La deuxième attente concerne évidemment les subventions, avec l'attente de mesures très concrètes de confirmation des budgets 2020 prévus en matière de subventions, des attentes en matière d'accélération des paiements, justement pour répondre à ces problématiques de trésorerie, et des enjeux sur le maintien du soutien, même lorsque les manifestations ont pu être annulées. À cet égard, le gouvernement, enfin le Premier ministre a adopté une circulaire sur le traitement des subventions par les services de l'État, services déconcentrés et établissements relevant de l'État, dont nous souhaitons vivement que les collectivités s'emparent également, ce qui n'empêche pas que certaines aillent déjà plus loin ou puissent aller plus loin, mais qu'à minima, il puisse y avoir ce socle qui soit partagé par l'ensemble des collectivités en la matière sur le traitement accordé aux subventions. Et puis un point d'attention pour nous, c'est également les possibilités de soutien aux associations non employeuses qui rencontrent des difficultés. Parce que là, en tout cas, en ce qui concerne les dispositifs d'État, elles en sont exclues pour la plupart. Or, des associations, même lorsqu'elles n'emploient pas, peuvent avoir des frais fixes, des frais sur le fonctionnement, et si elles ne bénéficient d'aucun soutien, peuvent se retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Donc, nous avons une demande auprès du secrétariat d'État à la vie associative pour qu'un fonds de soutien transversal vie associative soit mis en place qui permettent notamment de répondre à ces difficultés, mais pas que.
Mais évidemment, les collectivités sont extrêmement bien placées pour connaître tout l'apport de ce tissu associatif bénévole partout sur le territoire et lui apporter son soutien. Donc, il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Alors, on a relevé un certain nombre d'initiatives prises par des départements. Je précise que ce n'est absolument pas exhaustif. Je ne sais pas qui est autour de la table et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres initiatives dont on n'a pas, ou de mesures prises dont on n'a pas forcément, nous n'avons pas eu forcément connaissance, puisqu'on a essayé de regarder ça, mais sans pouvoir aller forcément au fond des choses, et que par ailleurs, ce qu'on a pu relever n'a pas forcément fait de notre part l'objet d'un examen détaillé. Donc, je vous demande par avance de m'excuser s'il y a des erreurs et n'hésitez pas à rectifier des choses s'il y a des choses inexactes. Ce que nous avons pu relever, encore une fois, les départements cités ne sont certainement pas les seuls, il peut y en avoir d'autres. C'est le déblocage de soutien spécifique pour les associations qui ont dû annuler des événements qui généraient des recettes. Le versement anticipé des subventions accordées pour 2020, sans forcément qu'il y ait une démarche à mener par les associations, donc sans renforcement, on va dire, des aspects administratifs, mais que le versement puisse se faire automatiquement, un versement plus important puisse se faire automatiquement, un versement anticipé. L'attribution des subventions de fonctionnement en remplacement des subventions sur action, ça c'est évidemment un point important pour nous. De façon générale, nous regrettons que le principe de la subvention de fonctionnement ne soit pas plus souvent utilisé, mais il est vrai que dans le cas présent, le fait de pouvoir transformer une subvention sur action en subvention de fonctionnement nous paraît être quelque chose de vraiment très, très positif et important pour nombre d'associations. Certains départements ont choisi de maintenir à 100% les subventions pour des événements associatifs qui ont été annulés. Le département de Vendée, a priori, a accordé un soutien spécifique aux structures du champ social, médico-social, permettant de compenser le coût du chômage partiel pour l'employeur, le différentiel entre salaire et prise en charge du chômage partiel, afin de permettre à ces structures du champ social et médico-social d'assumer la surcharge éventuelle de travail générée par la crise. Et enfin, une initiative assez récente du Haut-Rhin avec la proposition de financement de jobs d'été pour des jeunes de 18 à 25 ans dans des structures associatives, avec prise en charge par le département des salaires de ces jeunes. Pour finir, quelques enjeux identifiés pour nous pour la suite, donc venant après ces mesures de soutien d'urgence à la vie associative. L'importance de renforcer les outils d'accompagnement des associations, plus que jamais. Alors, le sujet de l'accompagnement était déjà un sujet important et on voit bien que les besoins émergent et qui sont des besoins spécifiques aux acteurs associatifs. Mais il est bien certain qu'après la crise, ces besoins seront plus importants que jamais. Donc, du point de vue des départements, il me semble qu'il y a là un travail qui peut être encore renforcé, que ce soit au travers de la participation au dispositif local d'accompagnement, au fonds de développement de la vie associative, dans la gouvernance desquels sont déjà les départements, et la prise en compte aussi des besoins de soutien spécifique des têtes de réseau, qui sont des acteurs essentiels, mais assez souvent ignorés quand même, de la vitalité associative sur nos territoires. La question de la sécurisation des financements, évidemment, pour 2021, voire 2022, les inquiétudes sont fortes partout à cet égard. Le risque est important que les associations soient dans l'obligation d'affaiblir leurs fonds propres pour faire face aux difficultés immédiates, aux difficultés de l'année 2020. Des diminutions importantes de subventions, de soutien sur les années suivantes risqueraient du coup d'en entraîner un certain nombre dans des situations inextricables, même quand elles ont réussi à dépasser la crise. Ajoutant à ça qu'il est malheureusement relativement probable que les besoins sociaux auxquels répondent nombre d'associations continuent à augmenter en raison des effets de la crise.
Enfin, il nous semble que plus que jamais, il y a une nécessité d'une politique d'action associative concertée au niveau des territoires et concertée avec l'ensemble des associations elles-mêmes et non pas forcément dans une approche sectorielle par champ associatif, je dirais. Et en la matière, il nous semble que les chartes d'engagement réciproque, mais ça n'est finalement qu'un outil, et on peut en trouver beaucoup d'autres, sont des bons moyens pour nouer le dialogue entre une collectivité et les représentants des champs associatifs, des divers secteurs associatifs sur un territoire pour construire ensemble la politique d'action associative du territoire. Donc ça peut être, je dirais finalement, cette crise peut être une opportunité d'avancer dans ces démarches d'action plus concertées et de co-construction. Voilà, très rapidement, j'espère que je suis restée dans les temps parce que je n'ai rien surveillé. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Alors, il y avait une question en cours d'intervention de Philippe Lingot qui donc s'étonnait que les associations les plus grosses aient moins de trésorerie que la moyenne des associations employeuses. Ce qui était dans ta diapo, je ne sais plus, 3 ou 4. Ah, tu as coupé ton micro, Frédéric. Voilà. Oui, les associations, les plus gros employeurs ont effectivement plutôt moins de trésorerie. Alors, les interprétations, des réponses aux questions peuvent être compliquées, parce que c'est une réponse très simple derrière laquelle il peut y avoir des réponses un peu différentes. Parce que par trésorerie, ils entendent liquidité immédiate et des gros employeurs peuvent avoir des placements qui ne sont pas utilisables immédiatement, enfin qui ne sont pas des liquidités et qui du coup, effectivement, les rendent plus fragiles de ce point de vue-là. Ceci dit, je voudrais quand même vous partager une réflexion de la Banque des Territoires, enfin de la Caisse des Dépôts, quand on a échangé sur ces éléments-là. La Banque des Territoires nous disant « Oh là là, mais de toute façon, nous, on considère que plus de 3 mois de trésorerie, c'est de la mauvaise gestion. » Bon, parce qu'avoir plus de 3 mois de trésorerie devant soi, ça veut dire qu'on n'a pas placé son argent autrement et que, bon, comme quoi, peut-être que finalement, les gros employeurs rejoignent cette vision de la caisse sur la bonne gestion, mais qui, en temps de crise, peut se révéler problématique. Merci. Merci beaucoup. Juste pour information, on a un peu en complément du repérage rapide que tu as indiqué sur le site du un repérage donc à la fois des mesures prises par l'État donc est régulièrement actualisé. Donc vous trouverez sur le site du RTES le panorama des mesures de l'État et puis on a également donc commencé un repérage d'actions portées par les départements. Donc, je vous ai mis le lien vers la page du RTES, mais qui va être, approfondie, complétée avec les échanges d'aujourd'hui. Donc, voilà, il y a notamment une présentation des politiques de département de Gironde, enfin, voilà, plusieurs représentations de petits départements. Là, je vous propose peut-être, sauf s'il y a encore des questions assez précises à Frédéric, de pouvoir donner la parole à Emmanuel Rousset et à Marie-Louise Kunz pour avoir un peu le regard de leur département, donc des départements d'Ille-et-Vilaine et du département de Moselle, par rapport à ce qui a été présenté. Est-ce que c'est des éléments que vous avez perçus sur votre territoire et quelles sont un peu les principales actions mises en place et les difficultés éventuellement rencontrées. Donc, je propose dans un premier temps qu'on reste bien sur les réponses un peu à court terme à la crise. Je ne sais pas laquelle des deux commence. Peut-être l'Ille-et-Vilaine, donc Emmanuel Rousset, donc en Ille-et-Vilaine. Alors, je me suis retrouvée vraiment dans le panorama, puisqu'on voit qu'en Ille-et-Vilaine, les associations particulièrement ont quand même souffert, surtout celles qui étaient déjà fragiles avant et pour qui la crise a été encore plus compliquée, puisque nous, le secteur de la culture, par exemple, était déjà en grande fragilité, avec un département sur lequel il se passe beaucoup de festivals, beaucoup de moments culturels là. Et c'est vrai qu'on voit des fragilisations importantes de ce secteur-là.
C'est pareil dans tout ce qui est éducation populaire, puisque l'accueil de loisirs, les structures jeunesse, etc., ont été obligés de fermer. Et les normes sanitaires de remise en route sont vraiment très compliquées et amènent pour un certain nombre d'associations ou de structures qui sont sur le champ de l'accueil des enfants, du petit au grand, très compliqué aussi. Sur un autre point de fragilité que nous, on peut identifier, c'est tout les porteurs de projets, l'économie sociale et solidaire s'est beaucoup développée dernièrement, et les porteurs de projets en milieu rural, de projets de cafés, de restaurants, etc., qui démarraient quelque part depuis quelques mois, avec 2 à 3 mois, voire plus, de fermeture obligatoire, et des contraintes, c'est vraiment difficile. Ce qu'on a fait, nous, en Ille-et-Vilaine, c'est que tout de suite, au début du confinement, on a voté un plan de soutien et d'urgence pour soutenir à la fois en investissement et en fonctionnement les structures qui étaient pénalisées par la situation, avec une commission qui s'est mise en place et qui passe les dossiers au fil de l'eau. On vient de lancer un grand appel à un projet, une manifestation d'intérêt, à soutien plutôt, c'est le bon terme, de 5 millions d'euros réservés aux associations qui ont perdu de l'argent pendant cette crise, que ça soit par une diminution des recettes habituelles, des structures qu'on n'a pas forcément beaucoup besoin de financer d'habitude parce qu'elles ont l'autofinancement et là, il n'y a pas pu en avoir, ou des structures qui ont eu des baisses de chiffre d'affaires importants de manière générale. Donc ça, c'est pareil pour alimenter, pour être le plus transparent possible, donc avec communication dans la presse, les réseaux sociaux, etc., pour que tout asso, qu'elle soit employeuse ou non, puisse éventuellement, si elle a besoin, nous envoyer un dossier. Et puis bien sûr, on a maintenu nos subventions, on a accéléré le versement des subventions quand c'était possible, on a maintenu, même si les événements ont été annulés, et puis on a soutenu en logistique aussi beaucoup sur la question de la distribution des masques par exemple et des équipements de protection individuelle pour le médico-social qui ne pouvaient pas forcément faire appel à des commandes groupées. Alors maintenant on trouve des masques, mais ce n'était pas le cas au début de la crise, donc on a fait une grosse commande qu'on a été distribuée sur l'ensemble des EHPAD, des structures médico-sociales du territoire, ce qui a permis de faire baisser aussi un peu la tension juridique sur les employeurs avec la question du risque de contamination des salariés. Voilà des exemples de ce qu'on a fait. Ça a un impact financier. On avait voté le budget, nous, avant la crise. On va faire à la prochaine session une modification budgétaire importante. C'est vrai que le département va peut-être mieux que d'autres, mais pour autant, c'était important qu'on puisse être présent à la fois sur le moment et qu'on prépare la suite là. Mais on a l'engagement aussi, évidemment, de non seulement verser les subventions en 2020, mais de continuer en 2021, puisque ça serait dommage que ça s'arrête parce qu'on n'a pas pris la mesure sur la durée. Voilà pour l'Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup Emmanuelle. Alors, je vais prendre pour la Moselle. Hein. Oui. On est dans la même situation, bien entendu, on a continué à verser nos subventions et c'était la première chose que le président a décidé, ça a été décidé aussi juste avant la crise du Covid. On a aussi une RT au mois de juillet où on va abonder encore dans ce sens-là, justement pour aider les associations. Mais effectivement, les associations ont eu du mal au départ à venir. Nous, il y a le fonds de résistance qui a été lancé dans le Grand Est et pour l'instant, les associations ne venaient pas. Il y a eu une relance, ça commence tout doucement à revenir et par contre, la Moselle est l'une des plus grandes à utiliser ce fonds de résistance. Je voulais dire aussi que nous, les masques, bien entendu, on a aidé partout. Et là, on va aider les communes aussi qui ont un deuxième tour pour les élections électorales. C'est le département de la Moselle qui va fournir les masques aux 90 communes, si je ne me trompe pas, qui repartent en élection. On a un stock aussi qui est là pour aider. Chaque conseiller départemental a un stock lui-même pour aider les associations qui n'auraient pas de masques ou de gel, enfin pour justement les aider, que ce ne soit pas un coût pour eux. Donc, bien entendu, pour 2020,
on maintient nos subventions, on les a versées, on continuera à les verser. Maintenant, 2021-2022, c'est ce qu'on espère pouvoir faire aussi, mais tout dépend comment que nos finances vont être aussi impactées et comment on touchera aussi nos aides de l'État. C'est le gros souci, on est dans des perspectives actuelles compliquées. Mais on essaye de mieux. Effectivement, nous, on a Moselle Attractivité qu'on a créé donc, il y a 2 ans, qui nous sert de support pour aider les associations dans l'économique. Parce que c'est aussi très compliqué, puisque la nôtre nous a retiré, comme je le disais en début de séance, elle nous a retiré cette compétence, mais par le biais de Moselle Attractivité, on avait autrefois une aide qui s'appelait AMICAP, qu'on aimerait bien remettre en place pour aider justement les petites structures dans l'économie sociale et solidaire. Dans ce qui est pour le sanitaire et social, ça reprend tout doucement. Ils ont eu effectivement des difficultés, comme le montrait aussi donc, le schéma tout à l'heure. Bien entendu, parce que les personnes ne voulaient plus voir arriver à leur domicile de l'aide. Et donc, nous avons pallié, nous n'avons pas regardé si l'aide était faite ou pas faite. On a payé exactement la même chose, sans aucune différence, à toutes ces associations dans le sanitaire et social. Maintenant, effectivement, vous en entendez parler comme tous, de ce fameux 2S2C, avec l'école ouverte pendant l'été que le gouvernement voudrait mettre en place. Mais les vacances, les vacances apprenantes, je pense qu'il y en a besoin parce qu'on a quand même aussi tous des quartiers en difficulté et ça serait un plus, mais on ne sait pas du tout comment ça va pouvoir se passer, comment les communes vont vouloir le prendre dans le primaire. On peut le gérer au niveau du collège. Normalement, le président s'y engage. Mais c'est encore dans les perspectives et tout ça sera voté lors de notre séance du mois de juillet. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus qu'on a été un département très impacté par le Covid, dont on n'est pas encore complètement sorti. Donc, bien évidemment, il s'agira aussi, comme le disait Marie-Louise, de mesurer effectivement ce que ça va donner à terme, les conséquences du Covid sur la vie des Mosellans en particulier. Il ne faut pas oublier qu'on était en zone rouge le plus longtemps. Malheureusement, cette zone rouge nous a fortement impactés. On n'en est sorti que depuis la semaine dernière. Et pourquoi? Pour une histoire de lit en réanimation. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. Voilà. Donc, mais on est encore fortement impacté. On a encore on reçoit tous les soirs de l'ARS les chiffres. On est sorti du plus gros, mais on ne sait pas ce que ça va devenir ni comment ça va être. Et même en étant un des départements le plus impactés, c'est nous qui avons reçu au niveau de l'ARS le moins de subventions. Donc, ça devrait être vu aussi d'après l'État, d'après les réunions que nous avons avec la préfecture, on devrait de nouveau être un peu plus abondé, alors que sur les 3 départements qui ont subi le plus de Covid, nous sommes le département le moins bien subventionné. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on dise. On essaie de tous les côtés quand même d'aider, d'être aux côtés des citoyens et des associations. Effectivement, les associations sportives ont beaucoup souffert et certaines auront, je pense, énormément de mal à se relever. Voilà, comme le culturel d'ailleurs. Merci. Merci Marie pour les échanges. Et est-ce que par rapport à ces interventions, il y a d'autres témoignages ou des questions, des témoignages complémentaires par rapport à ce qui a été présenté Alors, est-ce que Patrick Pignard est là du département de Haute-Garonne qui avait indiqué qu'il souhaitait intervenir, mais je ne le vois pas. Non, Patrick Pignard. Parce que alors, le département de Haute-Garonne a choisi volontairement d'accompagner en termes économiques les entreprises et les associations, donc avec le soutien à l'ESS qui a été adopté dans le cadre d'un soutien aux entreprises, donc voilà, qui renvoie un petit peu à la question que vous posiez sur les conséquences de la loi NOTRe. En tout cas, le département de Haute-Garonne a, de façon assez volontariste, s'est engagé dans ce soutien. Si Patrick Pignard n'est pas là, vous aurez une petite présentation et puis un lien pour en savoir plus sur le site du RTS. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui souhaitent témoigner de la façon dont le département
on gère la crise et les réponses apportées par rapport à ce qui a été dit, ou sinon je vous propose alors peut-être… Oui, moi, je voulais juste intervenir. Oui, vas-y Marie. Oui, moi la question que je me posais finalement, c'est que par rapport à cette crise qui touche le monde associatif, ce que je crains, c'est qu'on demande finalement aux associations de se regrouper pour éviter effectivement des catastrophes financières à venir. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, mais c'était ce que j'avais en tête en vous écoutant. Et donc vous le voyez comme une crainte? Non, une injonction? Ça peut être à la fois une chance et une crainte aussi. Donc, il faudra voir effectivement ce que ça va donner sur les mois à venir. Frédéric, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez côté mouvement associatif Alors, on va dire que l'injonction au regroupement des associations, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est quand même une tendance forte depuis plusieurs années. Et les dernières études, notamment le paysage associatif qui a été publié l'année dernière par Viviane Chernonok, qui donc tous les 3 ans fait une étude approfondie sur le paysage associatif, montre bien que aujourd'hui les moyennes associations sont très fragilisées parce qu'on a un gros bataillon d'associations de bénévoles, uniquement de bénévoles, 80%, 85% des associations, donc voilà, qui vivent leur vie heureusement très bien. Et dans le champ des employeuses, effectivement, il y a une forte tendance au regroupement, à pousser au regroupement, à la fusion, les moyennes employeuses qu'on considère comme pas suffisamment efficientes, que certains pourraient considérer comme pas suffisamment efficientes. Et donc, effectivement, peut y avoir des injonctions, alors à la fois des injonctions d'un côté, et puis d'autre part des réalités qui font que des associations en difficulté se disent comment est-ce qu'on s'en sort et on va vers le rapprochement avec d'autres. Bon, quand c'est une évolution choisie, très bien. Quand c'est une injonction des pouvoirs publics, c'est plus compliqué, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'intérêt de l'action associative, c'est quand même à la fois sa proximité avec les citoyens et sa gouvernance démocratique, et sa gouvernance impliquante. Plus l'association est grosse, plus c'est compliqué. Il faut quand même bien dire les choses. Il y a plein de grosses associations qui ont des très beaux modèles. Mais ceci dit, ça n'est pas forcément l'alpha et l'oméga du modèle associatif d'aller vers des grosses structures qui ont évidemment un risque de plus grande déconnexion. Voilà. Donc oui, c'est un risque. Après, le développement des coopérations, en revanche, peut être une chance. Mais rapprochement ne veut pas forcément dire fusion. Développer les coopérations, je pense que beaucoup d'associations l'ont fait, y compris dans la crise, avec des choses vraiment très intéressantes, et que ça peut être des beaux moyens de développer des nouvelles actions plus pertinentes, de répondre encore plus aux besoins, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut systématiquement fusionner avec, encore une fois, ces difficultés en termes de gouvernance, maintenir des gouvernances actives et aussi dynamiques qu'elles doivent l'être dans une association et aussi proches des citoyens. Voilà. Merci. Il y a Philippe Mangueux qui témoigne dans le Val-de-Marne des associations qui ont des coopérations étroites entre elles, tout en restant indépendantes. On a également un témoignage du département de la Nièvre, Karine Drouillot, sur le maintien des aides au monde associatif par le dialogue de gestion, la distribution de masques et de lunettes fabriquées en Fab Lab, et ce n'est pas exhaustif. Donc, je vous invite pour les départements adhérents à nous envoyer les éléments que vous avez sur la politique du département, qu'on puisse les relayer et les faire connaître aussi à d'autres territoires. Frédéric, tu as évoqué à la fin de ton intervention la charte d'engagement réciproque comme outil possible un peu de structuration et de dialogue entre collectivités et associations. Je voulais juste savoir, parmi tous les départements présents, est-ce qu'il y a des départements qui ont déjà signé cette charte d'engagement réciproque ou qui sont en réflexion autour de la signature de cette charte d'engagement réciproque? Est-ce que déjà ça vous dit quelque chose? Peut-être est-ce que ceux à qui ça dit quelque chose, vous voulez lever la main? Ceux qui connaissent la charte d'engagement réciproque?
Non, personne, hein. Manuel Rousset qui connaît, évidemment. Manuel Rousset qui connaît. Mais sinon, ah, c'est Marie-Louise. Sophie aussi. Bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même, voilà. Mais en tout cas, bon, il y a un travail important à faire, hein, sur cette charte d'engagement réciproque. Alors, c'est vrai que l'ADF n'a pas été associée à la charte. C'est une charte qui a été signée entre le... Si, l'ADF était signataire de la charte en 2014. Hein. Pardon. Ouais. Donc, c'est une charte d'engagement qui a été signée entre l'État, le mouvement associatif et des associations de collectivités, dont l'AMF. Ah, mais si, puisque c'était même en Meurthe-et-Moselle. Hein, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'était en Meurthe-et-Moselle. Et donc, le RTES est un des associations de collectivités co-signataires de cette charte, qui a comme objectif, notamment, de reconnaître la contribution des associations au développement des territoires, mais aussi d'inscrire ces relations dans une dynamique de coopération et de co-construction. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant. Je me dis, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait faire une petite présentation à terme. Je regarde ma collègue Chloé qui est là parce qu'elle avait particulièrement suivi cette question de charte d'engagement réciproque. Pardon, à ma connaissance, moi je n'ai connaissance que d'un seul département qui a signé une charte, c'est l'Ardèche. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin voilà, en tout cas, l'Ardèche a une charte. Ok. Mais en tout cas, donc parmi les départements ici, il n'y a pas forcément de réflexion à engager autour de cette charte d'engagement. Le Finistère aussi, indique Emmanuel, hein, qui a signé la charte. Peut-être Anne-Laure. Oui. Oui, pour le Nord, là, donc il y a eu, je vous disais, je suis dans l'opposition, hein, mais il y a eu quand même des dispositions prises pour faciliter la trésorerie des associations à court terme, notamment les soldes 2019 ont été versés sans condition, et il y a eu des avances 2020 qui ont été faites positivement et rapidement. Donc sur le plan trésorerie, il y a je pense, des efforts. En revanche, ce qui inquiète tout le monde, c'est comment vont être analysés les résultats de l'action associative en 2021, puisque les soldes de 2020 seront payés en 2021. Et c'est donc dans la façon d'analyser le maintien ou pas des aides malgré des baisses de résultats qu'il y a lieu d'avoir aussi une attention. Je pense que Frédéric l'a souligné, mais je voulais le souligner à nouveau. Et d'autre part, par rapport à la fusion, il faut que les responsables de département sachent que la fusion n'est pas une solution, la fusion des associations. La mise en réseau, par contre, en est une, les réseaux à intelligence répartie, et que le soutien aux têtes de réseau pour élaborer des politiques pertinentes, je pense que c'est vraiment très important. Les têtes de réseau ont cette faculté d'être plus mobilisatrices des associations dans leur mutualisation, dans leur gain de productivité éventuel, que les fusions imposées qui finalement éloignent tout le monde du terrain. Mais évidemment, c'est une posture que je défendrai, mais que je voulais souligner. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci. Je vous propose peut-être de... Alors, si vous souhaitez prendre la parole, alors Philippe Vassal, Jean-Claude Vassal. Jean-Claude. Oui, parce que j'entends parler de fusion entre structures, donc pour mutualiser les coûts, réduire les coûts, etc. Mener des actions plus pertinentes, mais ça fait abstraction du fait que l'économie sociale solidaire, c'est très large au niveau des politiques. Nous, on est confrontés à des structures associatives qui sont dans l'insertion, dans le social au sens large, on va dire, mais également qui sont de véritables entreprises. Voilà, qui certes emploient des personnes en insertion, mais qui sont d'abord des entreprises dans plein champ concurrentiel, qui certes ne vont pas avoir une vision capitalistique de leurs actions, mais je ne peux pas demander à une association qui fait de l'insertion
pur et dur dans le bon sens du terme, pour réinsérer des personnes vers une activité lentement, pour leur apprendre les codes de la vie professionnelle. Je ne veux pas lui permettre de réfléchir à des pistes de mutualisation ou de fusion avec une entreprise associative comme on a nous sur le territoire, par exemple, qui est dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas du tout le même aspect. Voilà. Donc, effectivement, là, on touche du doigt en fait, la complexité de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Oui, mais enfin, la C'est tout ce que j'avais complexité, comme d'autres domaines, enfin, les entreprises, la fusion des entreprises est aussi n'est pas souhaitable, quels que soient les domaines d'activité, ou même possible, hein, au sein de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Il y a effectivement des approches ou territoriales ou par secteur. Cécile Ebrard partageait une expérimentation en Gironde dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Donc, je suppose dans le cadre d'un DLA collectif avec un accompagnement multisectoriel de structures pour créer des stratégies d'alliance et de coopération. Donc, il y a effectivement vraiment un rôle important, sans doute, des départements en respectant bien sûr la diversité des associations et la gouvernance des associations pour encourager ces dynamiques de coopération qui peuvent prendre la forme sur un territoire, par exemple, de pôles territoriaux de coopération économique, hein, ou d'autres formes dans les territoires. Merci. Peut-être, Emmanuel, il y a un point qui a été rapidement évoqué par rapport aux axes d'intervention possibles un peu en général des départements, en ce qui concerne la question de la gouvernance de ces politiques et de la façon dont le département travaille avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En Ille-et-Vilaine, vous avez une instance un peu spécifique, le département du Pas-de-Calais a également le même type d'instance, un comité regroupant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que peut-être tu peux présenter rapidement à la fois les principaux axes de la politique des départements au-delà des mesures d'urgence et puis surtout de la façon dont cette politique est conduite avec les acteurs, en associant les acteurs? Alors bien sûr, en Ille-et-Vilaine, la politique ESS, ce n'est pas une politique ni d'insertion, ni associative, c'est une politique transversale totalement. Nous avons à la fois une politique ESS que l'on vote tous les ans avec des axes de priorité, comme la structuration, le soutien à l'émergence de projets, mais on a aussi voté l'année dernière une politique transversale ESS en faisant le tour de tous les collègues sectoriels et en trouvant un axe commun sur l'ensemble des politiques. C'est un outil de développement local pour nous. Avant d'être un outil de réparation ou d'inclusion, c'est vraiment un outil de développement local. Et donc, c'était fondamental de pouvoir rendre visible la transversalité de l'ESS. Donc, on a conventionné avec le collègue à l'agriculture sur des axes de travail communs. On a conventionné avec le tourisme à des axes de travail communs. On a conventionné sur le numérique, sur voilà, un certain nombre, le logement, etc. Et des dossiers qui étaient auparavant des fois financés en soutien à l'émergence par la ligne ESS sont maintenant financés de manière structurelle par les thématiques sectorielles, les politiques sectorielles. Donc, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps, mais et finalement, la loi NOTRe, elle a été la bonne occasion de se reposer des questions. C'est-à-dire d'une politique de développement économique classique, ESS, mais voilà, on a pu en faire un outil de transformation de nos territoires au service de nos compétences qui sont les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Ça passe par du soutien à l'ingénierie, que ce soit par les porteurs de projets, parce qu'on finance du temps d'émergence de projets, que ce soit pour les collectivités ou les acteurs du territoire. Nous avons la chance en Ille-et-Vilaine d'être structurés avec des pôles de l'économie sociale et solidaire que nous soutenons depuis leur création. Il y en a 7 dans le département d'Ille-et-Vilaine. On a aussi une fabrique à initiative avec un incubateur d'innovation sociale voilà. Donc, on a un écosystème qui a pu se structurer au fur et à mesure des années, que le département a toujours soutenu. Et tout ça, ça s'anime. On a en effet un comité consultatif en économie sociale et solidaire qui est une instance
à la fois d'auto-saisie du comité consultatif qui a envie de travailler sur des sujets qui, pour eux, est important à poser sur la table du département, mais aussi pour nous, département, un outil où on peut se dire, voilà, là, on sent des choses sur les tiers-lieux, c'est à la mode partout, par exemple, et ben, est-ce que vous pouvez réfléchir là-dessus? Et puis, ça va venir nourrir notre politique. Donc, ils ont travaillé sur la question dernièrement des tiers-lieux, de la mobilité en milieu rural, sur les derniers commerces en milieu rural. C'est un certain nombre de sujets qui sont travaillés avec les acteurs. Ce n'est pas une instance représentative, c'est une instance de coopération. On essaye, puisque c'est sur l'échange avec les acteurs, d'avoir aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des gens qui sont dans différents secteurs d'activité, que ce soit la culture, les finances solidaires, l'entrepreneuriat, mais aussi le médico-social ou la jeunesse. Et c'est une fois par mois qu'on se retrouve pour travailler ces sujets ensemble, donc soit de saisie, soit d'auto-saisie. Et ça vient alimenter nos réflexions et nous, on les réalimente dans la machine département par notre politique transversale. Et on va aller revoir les collègues de la mobilité, de l'insertion, de l'agriculture ou autre, après le travail du comité consultatif pour dire, voilà, les préconisations, c'est ça. On a des comités consultatifs dans d'autres secteurs d'activité, puisqu'on en a en agriculture, on en a sur la question des migrants. En sport, mais celui sur l'ESS est celui qui marche le plus parce que c'est une trentaine de membres, aussi bien de coopératives, d'associations, de structures, de bénévoles ou de cadres ou de salariés des structures qui, tous les mois, se retrouvent pour bosser ensemble. Donc, c'est un super outil pour nous pour adapter au fil de l'eau nos politiques et puis pas passer à côté de quelque chose qu'on aurait loupé parce qu'on reste un peu dans notre tour d'ivoire. Et on voit bien que dans ces enjeux maintenant de sortie de crise, il est fondamental de se projeter. On va avoir un projet stratégique à mener et un programme aussi à faire pour le prochain mandat. Et c'est important de voir là où il y a des attentes des acteurs, des attentes des territoires pour que le département y réponde mieux. Et on a la chance d'avoir un certain nombre d'outils, d'avoir des agences départementales, d'avoir des équipes qui ont envie de travailler sur ces dossiers-là pour soutenir ces acteurs. Merci Emmanuel. Il y a quelques questions, notamment une question sur la composition du comité consultatif. Alors, il y a une trentaine de membres. Il n'y a pas de mandat formel, on s'y engage. C'est vraiment une personne d'une structure. Il y a aussi bien le groupement d'employeurs, par exemple, du secteur culturel, que la directrice du groupement d'employeurs du secteur culturel, que la directrice d'une association de mobilité, qu'un prof d'université en économie sociale et solidaire, qu'un représentant bénévole d'un réseau d'habitat participatif. On a essayé d'avoir une diversité de personnes qui sont tous militants de l'économie sociale et solidaire, c'est un engagement, et qui ont envie de contribuer à notre politique ESS. C'est en tenant compte la question femmes-hommes, plus jeunes, plus âgés, professionnels, bénévoles, voilà, pour qu'il y ait toute la diversité possible. Voilà. D'accord, merci. Peut-être Isabelle Goris pour le Pas-de-Calais, si tu peux donner aussi votre expérience par rapport à ce comité que vous avez mis en place depuis quelque temps. Comment est-ce qu'il est composé? Oui, alors le conseil départemental de l'ESS, il s'appelle comme ça. Il a été… alors, ça a d'abord été une démarche très, très politique de la part de l'ancienne mandature où le groupe majoritaire avait fait le tour des territoires pour savoir un petit peu comment le département pouvait accompagner l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a eu un livre blanc qui a été écrit. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un là dans l'assistance qui allait écrire un livre blanc. En tous les cas, nous, on en a écrit un.
Et une première des préconisations de ce livre blanc, c'était la mise en place d'un conseil départemental de l'ESS qui est composé de 9 collèges, donc qui partent effectivement des acteurs de l'ESS jusqu'aux financeurs, jusqu'aux les différents syndicats, y compris le MEDEF, etc. Donc il y a une très très grande représentation. On y travaille en atelier thématique selon les propositions faites directement par les acteurs de l'ESS. Donc, on a travaillé effectivement sur la commande publique responsable. Hein, donc, c'est de là qu'est parti notre schéma sur la commande publique. On a travaillé sur une plateforme de financement participatif. On a travaillé, enfin, je pourrais vous donner l'ensemble, mais je pense que au RTESS, vous avez l'ensemble des thématiques qu'on avait travaillées. On a travaillé sur l'innovation sociale avec l'Institut Gaudin d'ailleurs et toujours les partenaires de l'ESS. C'est eux qui portent en fait ces ateliers-là et ils font ensuite les propositions au département. Donc, le département reste maître de ces décisions, mais n'empêche que jusqu'à présent, toutes les propositions qui ont été faites par les acteurs du territoire ont été travaillées et acceptées et financées d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est un travail. Donc, on se réunit à peu près en assemblée plénière 2 fois par an, mais les ateliers sont toujours actifs. Là, on vient de terminer un atelier sur l'analyse des projets sur la transformation économique, sociétale et environnementale du département. Puisqu'on a aussi mis en place un budget citoyen qui n'est pas un budget participatif. C'est un budget citoyen. Là, on va commencer la phase de labellisation des projets où on fait un appel à idées. On invite les porteurs d'idées à des comptoirs à initiatives sur l'ensemble du territoire. Ces comptoirs à initiatives sont animés, donc nous, par Pas-de-Calais Active, qui est une branche de France Active, par les collègues d'éducation populaire, hein, notamment la Ligue de l'enseignement, l'AE, mais comme l'AE, je pense, n'existe que dans le Pas-de-Calais, ça ne dira rien à personne. Et du coup, et donc, dans ces comptoirs initiatives, on fait des ateliers d'accompagnement des collectifs de citoyens, mais pas seulement. Il y a des associations, il y a des structures plus importantes qui déposent des idées. Donc ça, on a mis ça en place depuis 2018. Donc 2020, on est là, on est assez content parce que chaque année, il y a à peu près 150 idées qui sont déposées. On laisse le temps aux structures, aux collectifs de s'organiser. On fait des ateliers un peu pour aller plus loin, pour accompagner, etc. Aussi des collectifs de pair à pair. Et là, il y a 60 projets bouclés qui ont été déposés. Donc, on est en phase de labellisation. Donc, ça fait une moyenne d'année en année entre 50 et 60 nouveaux projets qui sont déposés, en particulier par les citoyens. On pourra te donner, pour mettre peut-être sur le réseau, Anne-Laure, il y a l'Institut Gaudin qui a fait une étude justement sur ce budget citoyen, parce que comme ça n'existe nulle part ailleurs, puisque c'est fait on finance en fait l'action même des citoyens et qui font eux-mêmes, hein, tandis que le budget participatif, c'est souvent la collectivité qui réalise, tandis que là, pas du tout. Et du coup, enfin, l'étude est plutôt intéressante, voilà. Parce que en fait, on arrive à contacter par ce biais-là à peu près plus de 50% des personnes hors radar. Voilà. Donc c'est une politique qui se met bien en place, la politique ESS, et on part toujours de l'initiative des citoyens de toute façon pour agrémenter les nouveaux axes de cette politique-là. Alors Bénédicte Messiaen n'a pas pu être là cet après-midi parce qu'elle a d'autres fonctions aussi. Elle est donc vous voulez bien l'excuser, mais elle pourrait en parler bien plus que moi. Voilà. Présidente donc, du département du Pas-de-Calais. C'est ça, voilà. Okay. Je voulais revenir sur le DLA que proposait le mouvement associatif. Alors nous, cette année, volontairement,
En discutant avec le Pas-de-Calais Actif, qui est un des organismes qui s'occupent de ça chez nous, on a mis en place un autre dispositif parce que le DLA, au regard justement des acteurs du budget citoyen, on s'apercevait qu'il n'était pas forcément axé sur les petites structures non employeuses. Et ça, c'était dommage et on n'arrivait pas toujours à faire passer ça. Et donc, on a mis en place à côté du DLA qui est financé par d'autre part et qui fonctionne bien. On ne remet pas ça en cause, mais n'empêche qu'on trouvait que c'était dommage que les structures non employeuses ne soient pas incluses dans le dispositif du DLA. On a mis en place aussi un DASES spécial Covid, donc on y a mis pas mal d'argent aussi pour aider justement à passer les structures, pour aider les structures à passer le cap. Et il y a plein d'autres choses qu'on a fait, donc j'enverrai alors l'ensemble des dispositifs. Voilà. Donc effectivement, merci beaucoup Isabelle. C'est extrêmement frustrant parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre par les départements. Donc vous pourrez retrouver sur le site du RTES. Comme il reste 6-7 minutes, je propose peut-être à Marie-Louise Kunz de pouvoir nous présenter alors rapidement alors à la fois le partenariat avec la CRES, parce que Marie-Louise, je ne sais pas si vous nous écoutez. Oui. Voilà, c'est là. Oui, ok. Non, excusez-moi. Donc, à la fois, peut-être le partenariat avec la CRES, parce que c'est vrai qu'on a évoqué le rôle des têtes de réseau et que il y a peu de départements qui ont un partenariat un peu structuré avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, de vous dire un mot sur ce partenariat et puis aussi sur vous siégez au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en tant que représentant de l'ADF. Il y a un plan de développement, un plan de sortie de crise qui est en discussion, l'ESS, au cœur d'un New Deal de la transition. Voilà, peut-être nous dire un mot sur ce plan de développement qui est en cours, qu'on communiquera prochainement aux adhérents du RTES, mais de voir un peu dans quelle mesure ça concerne les départements. Et j'en profite pour relayer la question de Sophie Simonet sur comment est-ce que, donc ça s'adresse aux intervenants précédents et aussi donc à vous Marie-Louise, comment est-ce que vous rendez visible la politique en matière d'économie sociale et solidaire du département? Alors, donc le partenariat avec la CRES du Grand Est a été fondé sur ses compétences légales dans le domaine de prise en charge des situations de fragilité, de développement social, de l'autonomie des personnes, de l'action sociale et de l'insertion, ainsi que de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale. Alors, les actions pour 2020, c'était développer l'achat responsable afin de répondre à la recherche de clients et de marchés nouveaux, exprimés par les structures de l'ESS Mosellane et de faire connaître leur offre de produits et les services auprès des acheteurs publics et privés. Un rendez-vous d'affaires, on avait des rendez-vous d'affaires qui s'appelaient Espresso, c'est l'achat responsable qui réunissant les acheteurs privés et publics qui sont co-organisés par la CRES. Et cette manifestation doit avoir lieu, j'espère si tout va bien, en novembre 2020. Je crois que c'est le 20 novembre, c'est ça si je ne me trompe pas. Normalement, c'est le 20 novembre. Dans le cadre justement dans le cadre du mois de l'ESS. L'action vise à permettre une identification précise des produits et des services proposés par l'ESS en Moselle, ainsi que d'accroître le recours à des structures dans une logique d'insertion professionnelle et de développement des circuits courts. De plus en plus, on l'a vu, là, les circuits courts ont bien fonctionné entre guillemets pendant le Covid, donc on espère justement, donc ils avaient commencé avant, le Covid a permis que ça se développe encore mieux chez nous et on espère justement que ça puisse se continuer parce que c'est bien beau que là ça a bien fonctionné, mais on espère vraiment que ça continue. Et c'est promouvoir aussi l'emploi et le bénévolat dans l'ESS afin de faire connaître les métiers de l'ESS et de faciliter le recrutement entre les structures employeuses et les personnes en recherche d'emploi. C'est surtout, bien entendu, pour les départements, nos bénéficiaires du RSA
Et c'est ce qu'on a déjà pu faire au niveau de l'agriculture et de l'aide à la personne. Et on a des projets sur d'autres, entre autres la restauration aussi, tout ce qui est métier en tension, de façon à pouvoir faire avancer les choses. Il y a un forum de l'emploi, pareil, qui doit être co-organisé avec le CRES Grand Est en octobre. Donc, on verra bien en fonction de l'état sanitaire du département, mais pas seulement du département, mais de la France, bien entendu. C'est pour renforcer aussi les clauses sociales dans les marchés publics. C'est ça, on l'a commencé depuis 2019, de mettre vraiment dans les clauses sociales, de façon à ce qu'il y ait un parcours vers l'emploi pour les personnes le plus éloignées, donc nos bénéficiaires du RSA, et la volonté d'impulser la mise en œuvre au sein des marchés publics d'autres acteurs sur le territoire via des garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. Donc, s'ils font appel à nous, et ce marché s'appelle Ambition Moselle, en conditionnant le soutien aux opérations d'un montant supérieur ou égal à 100 000 € hors taxes pour une création d'actions sociales d'insertion. C'est ce que l'on a mis en place. Okay. Et bien entendu, là actuellement, ce qui s'est passé, c'est la participation des départements, des 10 départements du Grand Est au fonds résistance à hauteur de 2 millions d'euros. La mobilisation du département de la Moselle est faite comme celle des autres. Donc, les 10 départements se sont mis dans ce fonds résistance aux côtés de l'État et aux côtés de la région. Voilà, donc on espère, mais pour l'instant, ce fonds de résistance est peu exploité, c'est le cas de dire. Et c'est, comme je l'ai dit donc en début de réunion, c'est la Moselle qui l'utilise le plus. Donc, on espère que ça pourra continuer. Ce fonds de résistance devait s'arrêter normalement fin mai. Il a été prolongé jusqu'à fin juin et il sera prolongé jusqu'en fin d'année parce que, bien entendu, on se dit que les difficultés vont surtout arriver en septembre et que là, pour l'instant, tout le monde ne l'utilisait pas. Le fonds de résistance, c'est de la subvention, une question Philippe Pingot. C'est de la subvention ou du prêt? Non, c'est du prêt. C'est du prêt. Ok. Voilà, tout le monde aurait bien aimé de la subvention, c'est compliqué. Voilà, c'est du prêt. Voilà, c'est du prêt remboursable sur 2 ans, mais qui peut être prolongé la deuxième année s'il faut sur 3 ans. Mais normalement, c'est un prêt sur 2 ans. Voilà. Et le début des remboursements commenceront en janvier. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, puis surtout pour avoir mis un peu l'accent sur un des leviers des départements dans leur politique de soutien à l'économie sociale et solidaire, c'est au travers de la commande publique responsable et du travail avec les réseaux d'acteurs là-dessus. Merci. On l'avait commencé avant, mais ça s'est amplifié maintenant et surtout pendant le Covid. Voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, le rôle de la subvention, je pense que tous d'accord sur l'importance de la subvention par rapport à d'autres formes ou de prêts de trésorerie ou de marché public pour un certain nombre de structures de ESS, donc pour la petite ESS qui dégage peu de surplus, mais aussi en fonction des types d'activités qui ont été impactés par la crise ou qui sont développés habituellement. Je vous propose peut-être, juste pour terminer, Marie-Louise, un mot sur le plan de relance, le plan de sortie de crise et le rôle aujourd'hui du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en matière de propositions pour le gouvernement. Alors, sur le plan élaboré par le CSESS, à la demande de Christophe Itters, donc le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire que nous avons rencontré, la rédaction de ce plan a été faite par Jérôme Sadier, président de l'ESS France, prend en compte les contributions des différents réseaux et mouvements. L'articulation se fait en 2 volets, un volet de relance adapté au fil de l'évolution de la pandémie et de la conjoncture économique et sociale, et un volet portant sur la transformation économique et sociale du pays, avec l'accélération sur la transition écologique et solidaire par des innovations sociales et environnementales.
Sur le volet relance, le plan préconise donc de garantir à l'ESS l'accès aux mesures de soutien financier accordées aux entreprises. Donc, c'est la sécurisation des subventions, accès à la commande publique, de soutenir la mission d'intérêt général des têtes de réseau et syndicats d'employeurs de l'ESS, de créer sous l'égide de l'Observatoire national, l'ONESS, une mission d'observation des impacts de la crise sur les entreprises et l'organisation de l'ESS et les mesures prises pour justement y répondre et y remédier. Sur le volet transformation écologique et solidaire, il y a l'identification de 6 enjeux. Les filières de transformation s'appuyant sur des stratégies nationales déclinées sur les territoires. Des écosystèmes territoriaux pertinents et performants pour la mise en œuvre du filière. Le plan préconise notamment une compétence partagée de toutes les collectivités territoriales pour le soutien au développement, donc de l'ESS par les départements et les intercommunalités doivent être intégrés aux stratégies régionales, bien entendu, pour que l'on puisse bien nous mettre de côté là-dessus. L'Assemblée des départements de France soutient totalement cette proposition. Les départements, collectivités de proximité et premiers financeurs sont bien entendu les premiers financeurs des associations et constituent un soutien au premier plan pour les acteurs de l'ESS. Dans une période de crise sanitaire, sociale et environnementale, la politique de relance de l'économie doit s'appuyer sur la politique de l'ESS portée par les départements en leur permettant notamment d'intervenir sur un champ large, incluant l'aide aux sociétés coopératives et entreprises d'utilité sociale et bien entendu détenteurs et détentrices de l'agrément ESUS. Mais bien entendu, c'est là-dessus ce que se bat le département, l'ADF, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore été complètement entendus. On attend vraiment cette entente, que ce ne soit pas que la région, mais que vraiment les départements soient un élément charnière dans ce processus. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de vous transmettre la proposition de plan telle qu'elle est aujourd'hui discutée au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, parce que effectivement, enfin, un des enjeux, c'est vraiment que dans le cadre du plan de relance, l'économie sociale et solidaire ne soit pas, non seulement ne soit pas oubliée, mais puisse être aussi un peu la cheville ouvrière de ce plan de relance. Et avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le rôle possible de toutes les collectivités, la compétence partagée autour de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour l'instant, il y a plutôt un écho favorable par rapport à cette question, mais qui est encore en débat. Je vous remercie beaucoup, l'ensemble des intervenants et des participants pour cette visioconférence, alors forcément encore très frustrante, hein, comme je disais, parce que ça passe très vite. Alors, je pense qu'il y aura d'autres temps de rencontres qui seront organisés, notamment dans la perspective de préparation des prochaines élections départementales, puisque l'idée, c'est aussi que l'économie solidaire puisse être un des enjeux de cette élection. En tout cas, côté réseau des collectivités territoriales pour l'économie solidaire, on reviendra vers vous pour vous proposer sans doute un outil un peu proche de celui qu'on a fait pour les élections municipales, que certains d'entre vous connaissent peut-être, le kit pour les municipales, qui a comme objectif d'outiller les équipes municipales sur la façon dont elles peuvent s'appuyer et accompagner les acteurs de l'ESS sur leur territoire. On souhaiterait pouvoir travailler sur un même kit pour des départementales, mettant l'ESS au cœur des prochaines politiques départementales. En attendant, je vous donne rendez-vous pour les prochains temps organisés par le RTES. La semaine prochaine, on a une visioconférence sur les questions d'accès au foncier en milieu rural, dans le cadre d'un programme Tresson que nous portons avec l'AVIS. Donc, mardi prochain, 16 juin,
sur la façon dont les collectivités peuvent aider à l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a une prochaine visioconférence le 25 juin avec Frédéric Fender et Ideal Connaissance, Idealco, sur la vie associative, donc plus spécifiquement sur la vie associative. Et puis notre assemblée générale du RTES en septembre, alors qu'il va avoir lieu fin juin, qui aura lieu en début septembre, en visio, là aussi en visioconférence. Mais vous recevrez les informations. Et puis, donc de toute façon, vous allez recevoir un petit questionnaire par rapport à la rencontre, avec aussi des éléments sur les perspectives que vous souhaitez. Et je pense qu'on reproposera un temps, alors ou en rencontre physique ou en visio, pour approfondir les échanges autour du rôle possible des départements en matière de soutien à l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Vous aurez donc les éléments qui ont été évoqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Des questions ou des éléments à communiquer aux participants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.